En l'an 1021, 150 guerriers nordiques se tenaient sur le sol nord-américain, 500 ans avant même la naissance de Christophe Colomb. Ils possédaient des armes en fer, une technologie de navigation avancée et l'expérience du combat des pillards les plus redoutés d'Europe. En l'espace de 3 ans, ils fuiraient le continent pour toujours, vaincus par un peuple qu'ils appelaient Skrling. 500 ans avant Colomb, les Vikings avaient déjà envahi l'Amérique du Nord. Cette guerre oubliée allait déterminer si la colonisation européenne commencerait en 1000 après Jésus-Christ ou en 1492. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les guerriers les plus redoutés de l'histoire, les Vikings qui ont terrorisé toute l'Europe, ont été chassés d'Amérique du Nord par des guerriers indigènes qu'ils avaient initialement qualifiés de primitifs. Je suis sur le point de révéler 3 vérités choquantes: comment un seul taureau échappé a changé le cours de l'histoire mondiale, pourquoi les armes et armures en fer des Vikings sont devenues leur plus grande faiblesse, et l'innovation tactique qui a rendu les guerriers indigènes imbattables. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment 150 guerriers nordiques endurcis au combat ont-ils pu être vaincus par une technologie de l'âge de pierre? Comment le premier contact entre Européens et Amérindiens a-t-il pu se terminer si différemment de tous les autres? Considérez ceci: Thorvald Eriksson, frère du légendaire Leif Erikson, a été tué par une arme qui n'aurait pas dû être capable de percer les défenses nordiques. Cette seule flèche allait changer le destin de 2 continents. Les Vikings avaient conquis de l'Angleterre à Constantinople. Ils avaient établi des royaumes en Russie, en Sicile et en Normandie. Leurs dracars terrorisaient les côtes de l'Irlande à la Méditerranée. Pourtant, ici, sur les rives de ce qu'ils appelaient le Vinland, ils rencontrèrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais affronté auparavant, un ennemi qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une bataille. C'est le moment où l'expansion européenne a heurté un mur infranchissable. Quand le fer a rencontré la pierre et que la pierre a gagné. Quand la force imparable de l'ambition viking a rencontré l'objet inamovible de la résistance indigène. Pour comprendre comment les Vikings, les guerriers les plus craints d'Europe, ont trouvé plus fort qu'eux, nous devons revenir à ce premier moment de contact. Si vous êtes fasciné par les batailles oubliées qui ont changé le cours de l'histoire, explosez ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification, car ce que je vais révéler changera complètement votre façon de penser l'Amérique précolombienne. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un matin glacial de l'année 1021. L'an 1021 marquait l'apogée de l'expansion viking. Depuis leur patrie scandinave, les pillards nordiques étaient devenus des colons nordiques, établissant des royaumes à travers l'Europe. Ils avaient navigué sur des fleuves au plus profond de la Russie, servi de garde personnelle à l'empereur byzantin et découvert l'Islande et le Groenland. Maintenant, ils tournaient leur regard vers des terres encore plus à l'ouest. À la tête de cette nouvelle vague d'exploration se trouvaient les enfants d'Éric le Rouge. D'abord vint Leif Erikson, qui vers l'an 1000 découvrit ce qu'il appela le Vinland, une terre de vignes sauvages, de bois infinis et de rivières regorgeant de saumon. Puis vint son frère, Thorvald, le malchanceux fils d'Éric. Brûlant d'ambition d'établir une présence nordique permanente dans ce nouveau monde. Les peuples indigènes que les Vikings allaient rencontrer, probablement les nations Beothuk ou Micmac, habitaient ces terres depuis des milliers d'années. Les Nordiques les appelaient Skrling, un mot qui signifiait probablement misérable ou barbare. Cette attitude dédaigneuse allait leur coûter cher. Mais c'est là que ça devient fou. Le Vinland n'était pas un désert glacé. L'optimum climatique médiéval avait rendu l'Atlantique Nord inhabituellement navigable et la terre exceptionnellement fertile. Les Vikings trouvèrent des raisins sauvages poussant là où c'est impossible dans le Terre-Neuve moderne. Ils trouvèrent des forêts d'arbres imposants parfaits pour la construction navale, une ressource désespérément nécessaire au Groenland déboisé. Ils trouvèrent des prairies pour le pâturage et des eaux pleines de poissons plus gros que tous ceux des eaux européennes. L'anse aux Midoses, découverte par des archéologues en 1960, prouve que ce n'était pas un mythe. Ici se dressait le premier point d'ancrage confirmé de l'Europe dans les Amériques, des ateliers pour la fonte du fer, des maisons longues pour des dizaines de colons, des installations de réparation de bateaux. Ce n'était pas un camp temporaire. C'était destiné à être permanent. La dynamique de puissance sans l'éclair. Les Vikings apportaient des haches larges en fer capables d'abattre des arbres en quelques minutes, des épées capables de fendre des boucliers en peau,
des pointes de flèches en métal capables de percer n'importe quelle armure possédée par les peuples indigènes. Il apportait des cottes de mailles capables de détourner les armes en pierre. Il apportait les tactiques militaires qui avaient conquis la moitié de l'Europe. Les peuples indigènes, selon les normes européennes, étaient à l'âge de pierre. Leurs flèches avaient des pointes en silex ou en os, leurs bateaux étaient faits de peau, leurs armures de cuir. Ils n'avaient pas de chevaux, pas d'armes en métal, pas de manuels militaires écrits. Pourtant, en l'espace de 3 ans, les Vikings allaient tout abandonner et fuir. Les primitifs allaient donner aux Européens avancés une leçon de guerre qu'ils n'oublieraient jamais. Car ce qui s'est passé ensuite a défié tout ce que les Vikings savaient sur le combat, la conquête et la survie. Mais lorsque ces deux mondes sont entrés en collision, personne n'aurait pu prédire la suite. L'expédition nordique de 1021 représentait l'aboutissement de 20 ans d'exploration. Ce n'était pas un raid. C'était une colonisation. Parmi les 150 âmes se trouvaient des guerriers, certes, mais aussi des femmes, des enfants et du bétail. Il apportait des bovins pour le lait et la viande, des moutons pour la laine, des cochons pour tout le reste. Il apportait les outils pour recréer la société nordique sur une nouvelle terre. À leur tête se trouvait Thorfinn Karlsefni, l'espoir, un riche marchand d'Islande qui avait épousé Gudrid Torbjarnardottir, veuve d'un des frères de Leif Erikson. Avec lui venait Thorvald lui-même, cherchant toujours la gloire qui lui avait échappé dans l'ombre de son frère. Leur équipement représentait le meilleur de la technologie de l'âge viking. Des haches larges avec des manches d'1 mètre et des têtes triangulaires pesant 2,5 kg, dévastatrices au combat, mais aussi essentielles pour défricher la terre. Des épées en acier damassé, pliées des dizaines de fois, créant des lames qui pouvaient plier sans se rompre. Des boucliers ronds en bois de tilleul bordés de fer. Et surtout, la cotte de mailles, des milliers d'anneaux de fer entrelacés capables de détourner n'importe quelle arme tranchante. Ce qui s'est passé ensuite a défié tout ce que les Vikings savaient sur la guerre. Les forces indigènes restent plus difficiles à quantifier, délibérément. Elles ne se massaient pas en grandes armées comme les forces européennes. Elles n'annonçaient pas leur nombre avec des tambours et des cors. Elles utilisaient la forêt elle-même comme une arme, apparaissant et disparaissant comme de la fumée. Leurs armes, rejetées par les Vikings comme primitives, étaient parfaitement adaptées à leur environnement. Les flèches pouvaient être fabriquées rapidement à partir de matériaux locaux. Pas besoin de lignes et de ravitaillement depuis le Groenland. Leurs arcs, faits de bois flexibles inconnus en Europe, pouvaient propulser ces flèches primitives avec une force surprenante. Leurs bateaux en peau pouvaient naviguer dans des eaux trop peu profondes pour les dracars vikings, leur permettant de frapper depuis des directions inattendues. Mais caché dans leur cargaison se trouvait quelque chose qui allait tous les condamner, des animaux domestiques que les peuples indigènes n'avaient jamais vus. Des créatures qui sembleraient être des monstres d'un autre monde, en particulier un taureau, dont l'évasion déclencherait une catastrophe. Le premier contact entre les Vikings et les peuples indigènes avait en fait été pacifique. Les sagas rapportent des échanges commerciaux, du tissu rouge échangé contre des fourrures. Les peuples indigènes étaient fascinés par la couleur du tissu, impossible à obtenir avec les teintures locales. Les Vikings étaient impressionnés par la qualité des fourrures, supérieure à tout ce qui existait sur les marchés européens. Karlsefni, conscient des dangers des malentendus culturels, interdit à son peuple d'échanger des armes. Il avait vu ce qui se passait lorsque différentes cultures acquéraient la technologie militaire de l'autre. Cette interdiction serait respectée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le défi géographique auquel les Vikings étaient confrontés était immense. Contrairement à l'Europe, où les rivières menaient aux villes et les routes reliaient les colonies, le Vinland était une région sauvage. Chaque expédition à l'intérieur des terres signifiait entrer dans un environnement où leurs ennemis connaissaient chaque arbre, chaque ruisseau, chaque cachette. Où l'armure lourde devenait un handicap plutôt qu'un atout. Où leur supériorité tactique, le mur de bouclier, la charge coordonnée, ne signifiait rien si vous ne pouviez pas forcer votre ennemi à tenir sa position et à se battre. Puis vint le matin qui allait dégénérer en 3 années d'effusion de sang. Thorvald Eriksson mena 9 hommes en exploration le long de la côte. Ils trouvèrent 9 hommes indigènes dormant sous leur bateau en peau retournés sur une plage. Ce qui suivit n'était pas de l'exploration. Ce n'était même pas un combat. C'était un meurtre. 8 moururent sans se réveiller.
Les haches nordiques fendirent les crânes et tranchèrent les colonnes vertébrales avant qu'aucune alarme ne puisse être donnée. Mais le 9e, ce seul survivant, allait tout leur coûter. Il s'échappa dans la forêt, portant la nouvelle d'un massacre non provoqué. Les Vikings avaient commis leur première erreur fatale. Ils avaient supposé qu'une supériorité en armes signifiait une supériorité de position. Ils avaient supposé que les peuples indigènes réagiraient comme les Européens, avec des tentatives de négociation, des défis formels, des réponses prévisibles. Ils avaient tort. Complètement tort. Puis vint le matin qui allait dégénérer en 3 années d'effusion de sang. La brume de l'aube s'accrochait à la plage alors que le groupe de Thorvald découvrait les bateaux retournés. 9 hommes dormaient dessous, ignorant que la mort se tenait au-dessus d'eux avec des haches en fer. Thorvald prit la décision qui condamnerait l'Amérique du Nord, attaquer sans avertissement, sans provocation, sans pitié. Le massacre dura moins de 2 minutes. Les haches vikings, conçues pour fendre les boucliers et la maille, ne firent qu'une bouchée des hommes sans armure. Le sang tremba le sable. 8 corps gisaient immobiles. Mais ce 9e homme, il roula pour éviter un coup mortel, se remit sur ses pieds et disparut à l'orée du bois avant que les Vikings qui le poursuivaient ne puissent l'attraper. Peu importe, aurait dit Thorvald, un sauvage ne peut pas tenir tête au fer nordique. Ce seul survivant allait tout leur coûter. 3 jours passèrent dans un faux calme. Les Vikings retournèrent à leur base, se vantant de leur victoire facile. Ils avaient prouvé la supériorité nordique. Ils avaient envoyé un message. Quel message ? Que les Européens tueraient sans cause, frapperaient sans avertissement, assassineraient des hommes dans leur sommeil. À la 4e aube, la réponse indigène arriva. Thorvald inspectait les réparations des bateaux lorsque le premier éclaireur courut dans le camp. La forêt bouge, Altateil. De la lisière des arbres émergèrent des guerriers, des dizaines, puis des vingtaines. Ils se déplaçaient en groupes coordonnés, se dispersant pour encercler la position viking. Mur de boucliers, hurla Thorvald. Ces hommes se précipitèrent sur leurs armes, formant leur formation défensive traditionnelle. Mais ces ennemis ne chargèrent pas comme des guerriers européens. Ils s'arrêtèrent juste hors de portée d'épée et déchaînèrent leur réponse. L'air se remplit de morts. Les flèches sifflèrent dans l'air du matin. Pas les tirs épars que les Vikings attendaient de primitifs, mais des salves coordonnées. Les pointes en pierre et en os se brisèrent contre les boucliers et la maille, mais le volume pur était écrasant. Les Vikings s'accroupirent derrière leurs boucliers alors que les flèches frappaient comme la grêle. Au bateau, ordonna Thorvald, une retraite combattante vers leur navire où les coques pourraient fournir une couverture supplémentaire. Ces hommes reculèrent vers l'eau, boucliers verrouillés alors que les flèches continuaient de pleuvoir. Ils atteignirent les dracars et les tournèrent sur le côté, créant un mur de bois. Pendant des heures, la tempête de flèches continua. Les Vikings se blottirent derrière leurs fortifications, décochant occasionnellement leurs propres flèches, mais leurs ennemis étaient des ombres dans la forêt, impossibles à cibler. Puis, lors d'une brève accalmie, Thorvald regarda entre son bouclier et le bastingage du navire pour évaluer leur situation. Une seule flèche traversa l'espace. La tige, pas plus épaisse que le pouce d'un homme, munie d'une pointe de pierre aiguisée, trouva les quelques centimètres de chair exposés entre l'armure et le bouclier de Thorvald. Elle perça profondément sous son aisselle, perforant son poumon. Mais la flèche qui le tua défiait toute l'expérience militaire viking. La pierre n'aurait pas dû pénétrer si profondément. L'angle n'aurait pas dû être possible. Le timing, exactement quand il s'est exposé, suggérait une adresse au tir patiente et qualifiée au-delà de tout ce qu'ils avaient rencontré dans la guerre européenne. Thorvald regarda la tige dépassant de son corps avec une véritable surprise. « J'ai obtenu une bonne terre en ma possession, Altateil, le sang faisant mousser ses mots, bien que je ne pourrais guère en profiter. » Ces hommes se rassemblèrent autour de lui alors que leur chef, frère du célèbre Leif, fils d'Éric le Rouge, mourait sur une plage sans nom à des milliers de kilomètres de chez lui. Ils l'enterrèrent à un endroit appelé Crossan, pointe des croix, avec des croix en bois à sa tête et à ses pieds comme il l'avait demandé. La première tombe viking en Amérique du Nord. La première preuve que l'armure de fer ne pouvait garantir la victoire. Le premier avertissement qui aurait dû être écouté. Mais c'est là que ça devient encore plus fou.
Les guerriers indigènes ne poussèrent pas leur avantage. Ils se fondirent à nouveau dans la forêt, leur point étant fait. Ce n'était pas de la violence aléatoire. C'était une réponse calculée. Ils avaient montré qu'ils pouvaient tuer des chefs vikings. Ils avaient démontré leur supériorité tactique sur leur propre terrain. Ils avaient donné aux envahisseurs une chance de partir. Les Vikings ne la saisirent pas. Ils virent la mort de Thorvald comme exigeant une vengeance, pas de la sagesse. Ils se préparèrent à la guerre contre un ennemi qu'ils ne comprenaient toujours pas. Un ennemi qui venait de leur montrer exactement comment cette guerre serait menée, selon les termes indigènes, avec des tactiques indigènes, avec des victoires indigènes. Le modèle était désormais établi. Les Vikings essaieraient d'imposer un style de guerre européen, murs de boucliers, armures, position fixe. Les guerriers indigènes répondraient par des tactiques fluides, la mobilité, la portée, l'avantage du terrain. Chaque force viking deviendrait une faiblesse. Chaque pièce d'armure en fer deviendrait un fardeau lors de la poursuite. Chaque fortification fixe deviendrait un piège. Et ce n'était que le début. Ce qui s'est passé ensuite allait montrer aux Vikings qu'ils avaient gravement sous-estimé leur ennemi. L'aube se leva sur l'établissement de Stromfjör, lance aux mi-doses. Les Vikings avaient survécu à l'hiver, établi leur base et commencé à croire qu'ils pourraient réussir malgré la mort de Thorvald. Puis le chaos éclata depuis leur propre camp. Le taureau, une bête massive amenée pour la reproduction, s'était échappé de son enclos. Beuglant de rage ou de peur, il chargea à travers le village et dans la forêt. Les Vikings se précipitèrent après lui, sachant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre un détail aussi précieux. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Un groupe de commerçants d'indigènes s'était approché de l'établissement pour leur échange régulier. Ils n'avaient jamais vu de taureau domestiqué. Pour eux, c'était un monstre, un démon rugissant avec des cornes chargeant directement sur eux. Les guerriers se dispersèrent dans la terreur. Certains coururent, d'autres se figèrent. Le taureau, cherchant probablement juste la liberté, chargea à travers leur groupe et disparut dans les bois. Mais pour les peuples indigènes, cela ressemblait à une attaque. Une bête de guerre nordique lâchée sur eux. Dans la confusion, avec les Vikings poursuivant le taureau et les guerriers indigènes se défendant contre ce qu'ils pensaient être un assaut, la violence éclata. 2 Vikings, isolés de leurs compagnons, furent abattus par des flèches. Leurs corps ne furent récupérés que le lendemain. Comment un animal de ferme a-t-il pu déclencher une guerre ? Parce qu'aucun des deux camps ne comprenait ce que l'autre pensait. Les Vikings voyaient un animal précieux s'échapper. Les peuples indigènes voyaient une arme qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Les deux camps virent la réponse de l'autre comme une agression. Le commerce s'arrêta. La paix fragile vola en éclats et les deux camps se préparèrent pour la suite. Des mois passèrent dans une impasse intense. Puis Karlsefni prit une décision qui révéla la vraie nature des intentions vikings. Ils allaient capturer des indigènes pour les ramener sur les marchés aux esclaves européens. Le plan était simple, tendre une embuscade à un groupe commercial, les submerger avec des armes en fer et repartir avec une cargaison humaine valant des fortunes en Norvège. Les Vikings se préparèrent soigneusement. Ils identifièrent un groupe qui venait commercer dans une crique spécifique. Ils positionnèrent leurs forces. Lorsque les bateaux en peau apparurent, ils attaquèrent. Ce fut un désastre. L'embuscade ne trouva que des bateaux vides, des leurs. Les vrais guerriers émergèrent de leurs cachettes sur les hauteurs au-dessus de la crique. Les Vikings, pris à découvert, firent face à une tempête de flèches différentes de tout ce qui existait dans la guerre européenne. Plus de flèches qu'à Stamford Bridge, se rappela plus tard un survivant, faisant référence à la célèbre bataille en Angleterre. Mais à Stamford Bridge, vous pouviez voir vos ennemis, les charger, utiliser le fer. Ici, les ennemis étaient des ombres parmi les arbres, faisant pleuvoir la mort d'en haut. Les Vikings fuirent vers leurs navires sous un feu constant. Des hommes tombèrent avec des flèches dans le dos, le déshonneur ultime dans la culture nordique. Ils atteignirent à peine leur bateau, les boucliers hérissés de tiges comme des porcs-épics. Le complot d'enlèvement mourut sur cette plage, avec toute illusion viking de conquête facile. Au deuxième hiver, les deux camps étaient épuisés. Le commerce reprit timidement dans un nouvel établissement appelé Hop, plus au sud, où le climat était plus doux.
Les Vikings avaient besoin de fourrure pour le froid. Les peuples indigènes avaient développé un goût pour les produits laitiers, quelque chose qui aurait plus tard des conséquences dévastatrices lorsque les maladies européennes arriveraient, mais qui pour l'instant semblait inoffensif. La paix était fragile, mais elle tenait. Puis l'un des hommes de Karlsefni remarqua que la tête de sa hache manquait. Ce n'étaient pas de simples outils. Les haches nordiques étaient précieuses, souvent décorées, parfois transmises de génération en génération. Il accusa un commerçant indigène de vol. Ce qui suivit révéla la faille fatale de la justice viking. Pas d'enquête, pas de tentative de recherche, pas de considération que la hache puisse être simplement égarée. L'homme accusé fut saisi et tué sur place, exécuté pour un crime qui n'a jamais été prouvé. Ce meurtre allait sceller le sort de l'Amérique du Nord. Les peuples indigènes avaient toléré une attaque non provoquée. Ils avaient enduré l'incident du taureau. Ils s'étaient défendus contre les tentatives d'esclavage. Mais l'exécution d'un innocent sous couvert de justice. Cela exigeait une réponse. 3 jours plus tard, cette réponse arriva. L'horizon se remplit de bateaux. Pas la poignée de navires commerciaux que les Vikings attendaient, mais une flottille. Des bateaux en peau innombrables, approchant de multiples directions. Les Vikings se précipitèrent vers leur position défensive. Mais leur établissement à Hope était conçu pour la vie, pas pour la défense de siège. Puis les guerriers indigènes dévoilèrent leurs armes secrètes. Pas une nouvelle technologie, mais une nouvelle approche tactique. Ils ne se massèrent pas pour l'assaut contre les boucliers vikings. Ils maintinrent la distance, utilisant des tirs de flèches coordonnés pour clouer les défenseurs pendant que d'autres groupes se dépassaient vers des positions de flanc. Les Vikings essayèrent leur tactique traditionnelle. Les formations en murs de boucliers ne signifiaient rien lorsque les ennemis ne s'approchaient pas à portée d'épée. Les charges de cavalerie? Ils avaient amené des chevaux, mais ils se retrouvaient dans des forêts où les cavaliers ne pouvaient voir les menaces que trop tard. L'armure lourde qui dominait les champs de bataille européens devenait un piège mortel lorsqu'il fallait poursuivre des ennemis capables de courir pendant des heures. Ce qui suivit n'était pas une bataille. C'était une classe de maîtres en guerre asymétrique. Les guerriers indigènes utilisèrent des tactiques qui ne seraient vues dans les conflits européens que des siècles plus tard. Des flèches enflammées la nuit, ne visant pas les Vikings, mais leur stabilité psychologique. Des attaques aléatoires refusant le sommeil, usant le moral. Des raids de ravitaillement ciblant les réserves de nourriture vikings, les forçant à fourrager en territoire hostile. De fausses retraites attirant les Vikings en armure dans des poursuites épuisantes, puis tendant des embuscades aux survivants dispersés et épuisés. Les Vikings réalisèrent qu'ils étaient lentement étranglés. Chaque sortie leur coûtait des hommes qu'ils ne pouvaient pas remplacer. Chaque jour apportait de nouvelles tactiques qu'ils ne pouvaient pas contrer. Leurs armes en fer ne signifiaient rien s'ils ne pouvaient pas les utiliser. L'innovation tactique indigène était simple mais révolutionnaire, priver l'ennemi de ses forces. La doctrine militaire viking dépendait de plusieurs facteurs, qui furent tous systématiquement annulés. Combats rapprochés où les armes en fer dominaient? Ne jamais engager à portée d'épée. Bataille fixe où la discipline comptait? Mener des engagements fluides où la connaissance du terrain l'emportait sur la formation. Avantage de l'armure? Faites-les poursuivre jusqu'à ce que cette armure devienne un fardeau mortel. Guerre psychologique art des charges de berserker? Ripostez avec vos propres opérations psychologiques, des guerriers fantômes qui frappaient et disparaissaient. Une saga rapporte un incident révélateur. Un groupe de Vikings poursuivant des pillards qui avaient frappé leurs détails les chassa dans la forêt. Les guerriers indigènes maintinrent juste assez de distance pour rester visibles, mais hors de portée. Pendant des heures, la chasse continua. Finalement, les Vikings épuisés dans leurs 20 kg de côtes de mailles s'effondrèrent. Les guerriers qu'ils poursuivaient firent demi-tour et les tuèrent à loisir avec des pierres et des massues, l'armure de fer étant inutile contre les traumatismes contondants. 0 victoire majeure viking ne fut enregistrée en 3 ans de conflit. Pensez-y. Les mêmes guerriers qui avaient conquis des royaumes de l'Irlande à la Russie ne pouvaient pas gagner un seul engagement décisif contre des primitifs de l'âge de pierre. Mais les chiffres cachent la véritable histoire. Ce n'était pas seulement une défaite militaire. C'était une catastrophe psychologique. Les Vikings se définissaient par la victoire, par la conquête,
par l'imposition de leur volonté aux autres. Ici, chaque force devenait faiblesse. Chaque tactique échouait. Chaque hypothèse s'avérait fausse. L'établissement devint une prison. Les femmes ne pouvaient pas cueillir de nourriture sans escorte armée. Les enfants ne pouvaient pas jouer hors des murs. Le détail qui n'avait pas été tué mourait lentement de faim car le pâturage signifiait la vulnérabilité. Le rêve du Vinland s'était transformé en un cauchemar de vigilance constante, de nuits sans sommeil et de certitude croissante qu'ils étaient en train de perdre. La 3e année arriva avec un établissement fonctionnant à peine. Karlsefni tint un conseil. Ils avaient 2 options, abandonner le Vinland ou y mourir. Certains guerriers, s'accrochant à l'honneur, argumentèrent pour se battre jusqu'à la mort. Mais les femmes, y compris la femme enceinte de Karlsefni, Gudri, apportèrent la voix de la raison. Quel honneur y avait-il à laisser mourir des enfants par fierté ? Le dernier conseil nordique en Amérique du Nord fut amer. Ils étaient venus en conquérant et partaient en réfugiés. Ils avaient prévu d'établir un royaume et fuyaient avec tout ce qu'ils pouvaient porter. Ils rêvaient de victoires dignes des sagas et ne trouvèrent que la défaite. Alors que les Vikings se préparaient à fuir le continent qu'ils avaient essayé de conquérir, le véritable coup devint clair. Ce n'était pas seulement un établissement raté. C'était la fin de l'expansion viking vers l'ouest. Les mêmes personnes qui avaient fait trembler l'Europe fuyaient elles-mêmes dans la peur. Et ce n'était que le début de l'un acte historique. La retraite du Vinland fut un chaos enveloppé de désespoir. Les Vikings chargèrent leurs navires avec une énergie frénétique, abandonnant tout ce qui ne pouvait pas rentrer. 3 ans de construction, de culture et de rêves laissés derrière en quelques heures. Les bâtiments de lance aux Midose, les ateliers qui avaient fondu le fer des marais, les maisons longues qui avaient abrité des familles, les bâtiments de stockage remplis de fournitures, tous abandonnés aux éléments. Les guerriers indigènes maintinrent la pression jusqu'à la fin. Les flèches sifflaient depuis l'orée du bois alors que les Vikings portaient des provisions à leurs navires. Pas d'assaut final massif. Ce n'était pas leur manière. Juste un rappel constant que partir était la seule option qui ne se terminait pas par la mort. Le chargement révéla la transformation de l'expédition. Ils étaient arrivés avec des bovins, des moutons, des cochons, des chevaux, la fondation d'un établissement permanent. Ils partaient avec le bétail qui avait survécu. De nombreux animaux avaient été tués par les pillards ou la famine. Ils étaient venus avec des plans d'expansion. Ils partaient en espérant juste atteindre le Groenland vivant. Gudri, maintenant mère de Snorri Thorfinnsson, le premier Européen né aux Amériques, serrait son enfant alors que leur navire s'éloignait. Autour d'elle, des hommes laissés gémissaient de blessures par flèches qui s'infectaient sans traitement approprié. La vue de l'Amérique du Nord s'effaçant derrière eux n'apportait pas de tristesse, mais du soulagement. Mais les chiffres cachent la vraie histoire. Les sagas rapportent au moins 8 Vikings tués, en commençant par Thorvald. Les pertes indigènes ne furent pas enregistrées par les sources nordiques, mais les preuves archéologiques suggèrent des pertes significatives des 2 côtés. Pourtant, les chiffres des victimes manquent le véritable impact. C'était une défaite stratégique complète. Les Vikings n'avaient pas perdu une bataille. Ils avaient perdu une guerre. Ils n'avaient pas échoué à prendre une ville. Ils avaient échoué à établir une présence permanente. Ils n'avaient pas négocié une retraite. Ils avaient fui. L'impact psychologique brisa la confiance viking. C'étaient des gens qui avaient conquis partout où ils avaient navigué. Leur image de soi dépendait du fait d'être des pillards invincibles, des conquérants inévitables. Au Vinland, ils avaient trouvé leur égal et plus encore. Le voyage de retour prit des semaines de navigation dans l'Atlantique Nord. Les navires qui avaient quitté le Groenland remplis d'espoir revenaient en portant la défaite. Karlsefni, le marchand qui avait tout investi dans cette entreprise, passa le voyage à calculer les pertes, non seulement en marchandises, mais en réputation. Lorsqu'ils atteignirent le Groenland, puis l'Islande, les histoires se répandirent rapidement. Les sagas officielles allaient mettre l'accent sur la bravoure nordique, minimiser la défaite, blâmer la malchance, mais la vérité voyageait dans les murmures. Le Vinland était la mort. Les Skrling étaient imbattables. Restez loin. L'histoire a pivoté sur des flèches indigènes.
Considérez la chronologie alternative, les Vikings établissent un établissement permanent. Les maladies européennes arrivent 500 ans plus tôt. Les peuples indigènes font face à une peste apocalyptique sans avoir eu 5 siècles pour développer des populations plus importantes. La colonisation européenne commence en 1000, pas en 1492. Au lieu de cela, la victoire indigène a créé une barrière de 500 ans. L'Europe a oublié les terres occidentales. Les cartes les ont étiquetées comme de la mythologie. Lorsque Colomb a découvert l'Amérique, il a trouvé des continents avec des millions d'habitants, des civilisations complexes, de vastes villes. Ces civilisations existaient parce que les Vikings avaient échoué. Les conséquences immédiates en Amérique du Nord virent les peuples indigènes reprendre leurs côtes. Les bâtiments nordiques abandonnés devinrent des sources de clous en fer précieux soigneusement extraits, d'outils réutilisés. En quelques décennies, la nature reprit les établissements. En quelques siècles, même les traditions orales s'estompèrent en légendes. Pour les Nordiques, les conséquences furent immédiates et durables. Aucune expédition majeure ne retourna au Vinland. Quelques petites entreprises, peut-être pour récolter du bois, mais toujours des raids rapides, jamais de colonisation. La route de l'Ouest était fermée, déclarée non rentable et invivable. Le fils de Gudry, Snorri, ce premier Américain européen, grandit en Islande en entendant des histoires de son lieu de naissance. Il n'y retourna jamais. Personne ne le fit. Son statut unique, né dans une terre que son peuple ne pouvait pas conquérir, symbolisait toute l'entreprise ratée. Les conséquences personnelles hantèrent les survivants. Les guerriers qui avaient fui plutôt que de mourir firent face à la stigmatisation sociale. La réputation de Karlsefni se rétablit grâce à une gestion minutieuse des sagas, mais en privé, il avait mené la retraite. Il avait ordonné l'abandon. Il avait choisi la survie plutôt que la gloire. Les traditions orales indigènes, là où elles survécurent aux épidémies ultérieures, racontaient des histoires différentes. Des histoires de victoire contre les envahisseurs. Des histoires de défense réussie. Des histoires de guerriers qui utilisèrent l'intelligence et la connaissance pour vaincre la force brute. Ces histoires soutinrent les esprits de résistance à travers des chapitres plus sombres ultérieurs, mais cette guerre de 3 ans allait résonner à travers 5 siècles. L'échec viking au Vinland a créé une pause de 500 ans dans l'expansion européenne, le retard le plus important de l'histoire. Lorsque les Européens revinrent finalement en 1492, ils ne trouvèrent pas des tribus dispersées, mais des civilisations continentales. L'Empire aztèque à son apogée, les Incas contrôlant des milliers de kilomètres de territoire, la culture mississippienne construisant des villes rivalisant avec les capitales européennes. Ces 5 siècles ont compté. Les populations indigènes ont eu le temps de croître, de se développer, de créer. Lorsque les maladies européennes arrivèrent enfin, elles frappèrent des populations se comptant en millions, pas en milliers. Dévastateur, oui, mais pas l'extinction complète qui aurait pu se produire en 1021. L'archéologie moderne confirme ce que les sagas laissaient entendre. En 2023, une étude de nature a daté définitivement l'Anse au Midose à 1021 de notre ère en utilisant l'analyse des cernes d'arbres et des événements de rayons cosmiques. Ce n'était pas un mythe ou une exagération. Les Européens ont vraiment essayé de coloniser l'Amérique du Nord 500 ans avant Colomb. Et ils ont vraiment échoué. Cet échec a établi des modèles qui se reproduiraient tout au long de l'histoire. La supériorité technologique européenne supposée mais non garantie. L'innovation tactique indigène sous-estimée au péril des Européens. Le danger d'appliquer la guerre conventionnelle à des ennemis non conventionnels. L'avantage du terrain l'emportant sur l'avantage des armes. Qu'est-ce qui fait une civilisation supérieure ? Les Vikings avaient le fer, des navires traversant les océans, une langue écrite, une organisation militaire centralisée. Les peuples indigènes n'avaient rien de tout cela, pourtant ils ont gagné de manière décisive. Ils possédaient quelque chose de plus précieux, une adaptation parfaite à leur environnement, une flexibilité tactique et un objectif unifié dans la défense de leur patrie. Le mythe de la domination européenne inévitable meurt au Vinland. Si les Vikings, les prédateurs suprêmes de l'Europe, pouvaient être vaincus par des armes en pierre et des tactiques supérieures, alors le déterminisme technologique échoue. L'histoire n'est pas une question de civilisation supérieure remplaçant les inférieures. C'est une question d'adaptation, de tactique et de volonté.
Les penseurs militaires modernes étudient la guerre asymétrique en Afghanistan, au Vietnam et dans d'autres conflits où la supériorité technologique a échoué. Les principes ne sont pas nouveaux. Les indigènes d'Amérique du Nord ont écrit le manuel en 1021, mobilité sur armure, connaissance sur force, patience sur agression. Parfois, la technologie la plus avancée est de connaître chaque ruisseau et chaque colline. Parfois, la plus grande arme est de forcer votre ennemi à se battre selon vos termes. Parfois, la victoire ne vient pas du fait d'avoir du fer, mais de rendre le fer inutile. 150 Vikings avec des armes en fer ont fui devant des guerriers avec des flèches en pierre. Pas parce que la pierre bat le fer dans une confrontation directe, mais parce que les guerriers maniant la pierre comprenaient quelque chose que les Vikings ne comprenaient pas, les guerres ne se gagnent pas par les armes, mais par la sagesse. La première guerre américano-européenne s'est terminée par une retraite européenne. Une retraite complète, humiliante et permanente. Les pillards les plus redoutés de l'histoire ont trouvé de quoi avoir peur. Un ennemi qui ne se battrait pas selon leurs règles, ne pouvait pas être intimidé par leur réputation et savait exactement comment transformer chaque force viking en faiblesse. Lorsque nous parlons de l'Amérique précolombienne, nous imaginons souvent des peuples isolés non préparés au contact européen. Le Vinland prouve le contraire. Lorsque le contact est arrivé, les peuples indigènes ont répondu par une stratégie militaire sophistiquée, une résistance coordonnée et une innovation tactique. Ils n'étaient pas des victimes passives de l'histoire. Ils étaient des agents actifs qui l'ont façonné. La saga viking en Amérique du Nord ne se termine pas par une conquête, mais par une question, et s'ils avaient réussi ? Quel monde différent habiterions-nous si la colonisation européenne avait commencé 5 siècles plus tôt ? Nous ne le saurons jamais. Parce que lorsque le fer a rencontré la pierre sur les rives nord-américaines, la pierre a gagné. Et pendant 500 ans, l'Europe se souviendrait de cette leçon et resterait à l'écart.